Bonsoir à tous. Nous sommes contents de vous revoir pour notre troisième session de Summer School de cet été. Et aujourd'hui, nous allons parler de troubles neurodégénératifs et de tout ce qui est lié à la pathologie du sujet âgé. On va commencer à cet aperçu par des cas un peu pratiques et sur la base de cas, on va dérouler notre façon de réfléchir devant les différents cas cliniques que peuvent se présenter dans nos consultations, que ce soit à l'hôpital, en ville, tout est possible. Donc le premier cas, c'est un homme, il a 75 ans. Et il a des troubles cognitifs d'installation progressive. Également, il présente des troubles sphinctériens. Donc, nous avons cet IRM. Donc, on voit que ici, nous avons la T1, flair, et donc deux coupes en flair. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Il y a une dilatation ventriculaire. Alors, quand on parle de dilatation ventriculaire, on peut dire soit c'est une dilatation ventriculaire qui va être liée à une atrophie, mais dans ce cas-là, on attend que la dilatation des espaces sous-arachnoïdiens il va être homogène également, soit c'est une dilatation ventriculaire initiale qui peut être soit sur un obstacle, soit par un défaut de drainage. Et donc ici, on n'a pas l'ensemble de l'examen, mais je veux vous spoiler, il n'y a aucun obstacle. Donc, on voit qu'il y a cette dilatation ventriculaire, il n'y a pas beaucoup d'espace sous-arachnoïdien, ils sont même assez rétrécis, et il y a des hypersignaux périventriculaires qui peuvent être pareils de deux origines chez ce sujet âgé. D'une part, ça peut être une leucopathie périventriculaire, on va en reparler, mais également, ça peut être une résorption transépendymère, ce qui est assez probable dans ces cas avec une dilatation ventriculaire qui est marquée. Donc, du coup, ici, dans ce cas, on pense à l'hydrocéphalie à pression normale, donc dans lequel on a une triade avec des troubles cognitifs, des troubles sphinctériens, ainsi que des troubles de l'équilibre. Donc, on voit cette dilatation ventriculaire, on voit la résorption et des troubles cognitifs qui en découlent. Et ce qui est intéressant dans ce type de pathologie, c'est qu'on a quelque chose à faire, on peut intervenir. Et donc, ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est faire une dérivation. Mais pour mettre en place une dérivation, il faut qu'on soit sûr que ce soit efficace. Donc, pour ça, on fait des ponctions lombaires évacuatrices initialement. Et on voit s'il y a moins de liquide, est-ce que le trouble cognitif de personne s'améliore. Donc, le premier intérêt de l'IRM, ce sera d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les diagnostics différentiels? En pratique, c'est tout ce qui n'est pas une démence neurodégénérative. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a vu l'exemple de l'hydrocéphalie à pression normale, donc qui est un petit peu à l'interface entre les deux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut traiter, mais on peut aussi avoir d'autres choses, comme par exemple ici, on voit des collections sous-durales, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent chez des sujets âgés, qui va tomber, donc faire une petite collection sous-durale qui ne va pas parler tout de suite beaucoup, parce qu'il y a quand même de l'espace dans le cerveau, mais il y aura une petite altération cognitive progressive et puis jusqu'au moment où il va vraiment se dégrader. On peut avoir des lésions bénignes comme un méningiome, qu'en soit une lésion bénigne, mais par son volume peut avoir un effet de masse et donc retentissement cognitif. Les séquelles de traumatisme, donc ça c'est encore un sujet âgé qui tombe, qui va faire des traumatismes à bas bruit, qui vont finir par parler, ou de pathologies, on va en reparler, comme Creutzfeldt-Jakob.
Par ailleurs, aucune pathologie n'est neuroprotective, bien évidemment, donc ça veut dire que le patient peut tout à fait avoir une démence d'origine neurodégénérative et autre chose. Donc autre chose, ça peut être un traumatisme, ça peut être un hématome sous-dural, mais ça peut être aussi de maladies vasculaires. Alors dans les maladies vasculaires, on peut parler, on va voir, il y a des différents cadres nosologiques, mais on peut parler déjà de l'atteinte de petits vaisseaux. Donc comme on voit ici, avec une atteinte périventriculaire, avec des petites lacunes, de microsaignements, mais aussi des atteintes de gros vaisseaux, donc avec de véritables sténoses, voire occlusions au niveau des polygones de Willis, qui vont mener à des infarctus territoriaux de plus ou moins petite taille ou grande et qui vont également altérer les troubles cognitifs. Donc, est-ce que ça sert de faire l'IRM dans le cadre de démence? Donc, on va voir, ça sert pour le diagnostic positif, mais également ça sert pour le diagnostic différentiel, donc pour détecter des différentes choses sur lesquelles on peut agir directement et améliorer l'état cognitif du patient. Donc, on peut le voir à l'IRM et c'est l'examen recommandé en première intention par HAS dans le cadre de troubles cognitifs. Mais également, il y a pas mal de choses qu'on peut voir au scanner. Donc, après, il faut toujours réfléchir au rapport de bénéfice-risque. Donc, typiquement, un patient avec pacemaker ou encore pire défibrillateur, même si aujourd'hui tout s'appelle IRM compatible, ça comporte quand même des risques. Et dans le cadre de troubles neurodégénératifs, finalement, ce risque n'est pas forcément justifié. Et il faut commencer par un scanner dans lequel on peut déjà trouver pas mal de choses, comme des signes d'hydrocéphalie à pression normale, comme un hématome sous-dural ou c'est même méningiome. Et donc, en pratique, comment est-ce qu'on pense à ce diagnostic différentiel? Donc, déjà, ici, il y a une association de certains signes neurologiques focales, ça, c'est pas normal. Donc, il faut vraiment que le patient soit examiné. Ça, il faut toujours insister sur ça avec le neurologue correspondant. S'il y a certains signes évocateurs, comme dans le cadre de l'hydrocéphalie à pression normale, donc avec les triades d'Hakim-Adams, si l'installation est relativement rapide, s'il y a une notion de chute de trauma, mais parfois, finalement, on découvre ça directement à l'examen. Un cas un petit peu particulier qu'il faut garder à l'esprit, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc qui aujourd'hui dans la plupart des cas est une maladie sporadique, surtout chez des sujets de plus de 65 ans, donc pour la plupart des sujets que vous allez voir pour les troubles cognitifs. Donc c'est une maladie qui est rare, mais son évolution est particulière, il faut bien le diagnostiquer, donc c'est une évolution rapidement progressive, en quelques jours ou quelques semaines avec une dégradation cognitive qui est assez rapide, donc des troubles qui peuvent être variés, mémoire, langage, manque d'initiative, troubles visuels. Ça peut être associé à des signes un peu moins typiques, donc des myoclonies, des troubles d'équilibre, le syndrome cérébelleux, et il peut avoir dans certains cas également syndrome parkinsonien. Donc pour le diagnostic, il y a l'EEG qui va bien aider, il y a la PL et en IRM, donc nous allons voir des hypersignaux assez typiques, surtout sur les séquences de diffusion, donc qui peuvent toucher tout d'abord les noyaux gris, donc comme on voit ici au niveau de tête de noyau codé, le noyau lenticulaire, et également les régions temporales. Et c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire. Donc maintenant prenons un autre cas. Donc c'est un homme de 76 ans, trouble de l'équilibre avec une démence d'installation progressive. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur cet examen? Donc, il n'y a pas grand-chose en diffusion. Par contre, sur la séquence FLAIR, nous avons de multiples hypersignaux, donc avec certains aspects un petit peu même cavitaires de ces hypersignaux, et un hypersignal à niveau du tronc, ainsi que quelques microsaignements sporadiques.
Donc, devant les hypersignaux qu'on voit à l'IRM chez des sujets âgés, la première chose à quoi on va réfléchir, c'est la leucoriose. Donc, qu'est-ce que c'est une leucoriose? C'est un terme qui est purement radiologique, qui caractérise les hypodensités et les hypersignaux de la substance blanche, majoritairement périventriculaire, sans qu'il y ait manifestation clinique forcément associée. C'est quelque chose qui est très fréquent, donc jusqu'à 90% au-delà de 65 ans, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Il y a des gens de 90 ans qui n'ont pas de leucoriose. C'est souvent associé à des facteurs de risque cardiovasculaire et le mécanisme physiopathologique, il n'est pas complètement clair. On décrit à l'anapathe un pallère myélénique et l'hypothèse vasculaire n'est pas complètement claire, avec frontières assez floues finalement avec ce qui est l'éncéphalopathie vasculaire, donc on va en reparler. Cette anomalie, donc dans les leucorioses, nous allons les classer en 3 catégories, donc entre les FASICAS 1, où il y a quelques hypersignaux sporadiques, 2 où ça se majore avec début de confluence, et 3 où ça devient réellement confluent. Et alors pourquoi c'est important? Parce que même si c'est une maladie radiologique, c'est un facteur de risque majeur de troubles neurologiques avec augmentation fois 9 de risque de démence, donc particulièrement les démences vasculaires, augmentation de risque d'handicap ou de décès à 3 ans et l'augmentation également importante de AVC. Donc c'est vraiment un signe d'alerte dans les cas desquels il faut prendre des mesures pour pouvoir prévenir l'évolution et donc prendre en charge particulièrement le facteur de risque cardiovasculaire. Donc en pratique, les hypersignaux de la substance blanche, c'est quelque chose qui est assez peu spécifique. On va aller toujours rechercher des signes associés, rechercher un petit peu des aspects stéréotypés et voir donc à quoi on peut les associer. Donc on a chez les sujets âgés, majoritairement, on va penser à des pathologies vasculaires, donc ça peut être des lésions ischémiques, l'éncéphalopathie vasculaire ou leucoriose. Chez des sujets plus jeunes, on va penser à des maladies inflammatoires ou du système, mais attention, ça peut aussi se trouver chez des sujets un peu plus âgés, donc il faut quand même les garder à l'esprit. Et puis, penser toujours aux vascularites. Les pathologies métaboliques, donc habituellement, pareil, elles sont diagnostiquées à l'âge jeune, mais tout peut arriver. Puis, un peu entre vasculaire et métabolique, on a le PRES syndrome. Et puis, les pathologies très diverses qui peuvent le donner, ces hypersignaux. Et également, nous avons ce qu'on appelle les OBNI, donc les objets brillants non identifiés. Donc, c'est des hypersignaux de la substance blanche qu'on ne sait pas caractériser. Donc, comment et quand on va explorer tout ça? Alors, ce qu'il faut toujours penser, c'est l'âge du patient. Donc, ici, on est dans le cadre de sujets plutôt âgés. Donc, on va se situer dans rechercher l'attente vasculaire, même si on pense un peu d'autres choses. Et c'est un contexte clinique. Puis, il y a toujours la base d'exploration qu'on fait, que ce soit dans le cadre d'attente vasculaire ou d'une attente cognitive, où on va faire toujours un 3D-T1 pour rechercher des éventuelles atrophies. On va faire le 3D FLAIR, qui est une séquence un petit peu à tout explorer. On va faire une diffusion, c'est rapide et ça peut payer. Et puis, selon les contextes, donc chez des sujets jeunes, on va aller explorer avec des séquences qui sont plutôt orientées vers des attentes inflammatoires. Alors que chez des sujets âgés, ce qui est fondamental, c'est faire les séquences en susceptibilité magnétique. Mais également dans les cadres d'attente vasculaire, ce n'est pas systématique dans les cadres de bilan de démence, mais c'est une orientation vasculaire, faire également une angio-IRM de polygone de Willis. Et parfois, on fait encore de coronal T2 pour explorer les hippocampes, mais finalement, avec entre les 3D FLAIR et le 3D T1, on a une exploration qui est assez satisfaisante. Dans ça, on fait de moins en moins. Donc voilà finalement comment on définit les OBNI. Donc c'est des hypersignaux ronds, intenses, prédominants dans des territoires plutôt jonctionnels, sans prise de contraste, sans hyposignal T1. Ils ne sont pas évolutifs, pas d'anomalie sur d'autres séquences.
Ils sont un peu plus fréquents en cas de migraine ou d'autres pathologies, donc la frontière n'est pas toujours claire entre normal et pathologique, et puis on peut les avoir associés à d'autres lésions. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent, donc c'est assez coûteux de l'explorer de façon systématique. Il faut nous définir dans quel cas il faut quand même aller les explorer. Donc s'il y a 2 à 3 hypersignaux par décade et il n'y a rien de plus, il n'y a pas d'exploration. Donc vous voyez, chez des sujets de 70 ans, on peut en avoir jusqu'à une petite vingtaine sans que ça ait une valeur pathologique particulière. Quand c'est plus nombreux, on va quand même les recontrôler, on va aller orienter vers les différentes explorations. Et si on a d'autres signes associés, donc chez des sujets âgés, particulièrement des facteurs de risque cardiovasculaires, on va avoir un bilan plus étendu, donc à recherche de ces différents facteurs de risque. Donc maintenant, si on va dans le cadre de quelque chose qui est plus sévère, on rentre dans le cadre de l'éncéphalopathie vasculaire, dans lequel on a 2 cas de figure. Donc il y a l'hypoélénose, c'est quelque chose qui va être fortement lié à l'hypertension artérielle. On a des hématomes de noyaux gris centraux qui sont assez fréquents, donc des microsaignements qui sont profonds. Également, on peut avoir des accidents vasculaires lacunaires jusqu'au l'état criblé, donc avec de multiples lacunes. De l'autre côté, nous avons une angiopathie amyloïde dans le cadre de laquelle on a des microsaignements plutôt périphériques. Mais également, on peut avoir une leucopathie associée. Et pendant longtemps, on disait que c'était un peu un diagnostic différentiel de maladie d'Alzheimer, ce qui en fait n'est pas vraiment exact. Parce qu'à l'anapath, dans 75% de maladies d'Alzheimer, on trouve une angiopathie amyloïde associée. Alors ici, nous avons un autre cadre de figure, c'est ce patient qui est relativement jeune et qui présente deux plans cognitifs subjectifs. Donc, plan cognitif subjectif, c'est quelque chose à quoi on a de plus en plus confronté avec la médiatisation de troubles cognitifs. Donc, les patients qui viennent, qui disent oui, moi des fois j'arrive dans ma cuisine, je ne sais plus pourquoi, enfin ça arrive à tout le monde. Mais ces personnes-là, elles sont un peu sensibilisées. Et finalement, des fois, on trouve des choses, il n'y a pas forcément un lien statistique entre ces plans cognitifs subjectifs et ce qu'on va trouver. Mais là, en l'occurrence, on trouve ces hypersignaux de la substance blanche qui sont relativement marqués, pas vraiment très typique, donc qui touche ici il touche les deux centres semi-ovales, il touche particulièrement la capsule externe et également l'épaule temporale. Donc ça c'est une distribution qui est pas typique pour une atteinte de leucopathie classique. Par contre, c'est quelque chose qui est assez typique de maladie de Cadazil. Que est découvert plus ou moins tôt, parfois chez des sujets plus âgés. Donc, c'est une atteinte héréditaire autosomique dominante avec ces atteintes caractéristiques de la substance blanche, particulièrement en temporopolaire, insulaire et frontale, ainsi que ça peut toucher les corps calleux. Et l'évolution, elle se fait vers une démence vasculaire. Donc, c'est important de pouvoir diagnostiquer ces patients de façon précoce. Donc, maintenant, regardons bien ces cas-là. Donc, la clinique, c'est toujours un peu la même. En ce moment, ça ne nous aide pas énormément dans les indications basiques. Ce qui est important après, c'est avoir un bilan neurocognitif complet. Ce qu'on n'a pas souvent sur la demande. Donc, là, on a un an, 74 ans, troubles cognitifs progressifs. Alors là, on voit quand même des choses très intéressantes. Il y a quelques microsaignements que vous voyez au niveau de la séquence de susceptibilité, de distribution plutôt périphérique.
Ici, on a une perfusion, donc c'est la perfusion en ASL qui est assez intéressante dans les cas de troubles cognitifs parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'injecter le patient. Par contre, cette perfusion-là, elle se fait sans injection et elle peut nous donner des informations sur des régions qui peuvent être potentiellement en souffrance. Ici, il y a globalement un petit peu d'hypoperfusion, pas plutôt postérieur, pas quelque chose qui nous aide énormément. Par contre, ce qu'on voit, c'est toutes ces dilatations des espaces périvasculaires, donc avec des hypersignaux flares que vous voyez. Donc, c'est les dilatations des espaces de Verschoor-Robin qui sont très, très marquées. Alors là, cette séquence-là, on va en reparler, mais c'est une séquence en susceptibilité faite en haute résolution et qui est centrée sur les régions donc, de la substance noire où on voit au niveau de la substance noire cette bande en hypersignal, donc ça veut dire que là où il y a moins de fer, et ces régions elles correspondent à des régions de nigroson. Et ces régions, elles vont être les premiers à disparaître dans le cadre de parkinsonisme, comme par exemple dans les troubles cognitifs, ça va être la démence à corps de Lewy. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc avec tout ça, à quoi on peut penser? On fait en plus un TEP dans ces cas-là où on voit pareil, il n'y a pas de région hypométabolique particulièrement marquée, donc rien que nous oriente spécifiquement. Et finalement, ici, dans le cas de angiopathie amyloïde. Donc, la nouvelle classification, en fait, de l'angiopathie amyloïde, elle ouvre un champ beaucoup plus large pour positiver l'angiopathie amyloïde, parce qu'on a vu qu'il y a une grande discordance entre ce qu'on voit en clinique et ce qui, en effet, existe sur l'anapath. Et en fait, on peut être dans le cadre de l'angiopathie amyloïde probable si on n'a même pas de microsaignements, mais des hypersignaux de la substance blanche et particulièrement les dilatations des espaces périvasculaires. Donc, grâce à cette classification, dans cette classification de Boston 2, ça a un petit peu redonné l'intérêt à des séquences T2 parce que cela on voit le plus facilement en dehors de ces cas avec les dilatations majeures comme vous avez vu ici, mais sur des dilatations plus faibles finalement c'est sur les séquences T2 qu'on va les voir le mieux, même si on les trouve également sur les séquences de 3DT1. Donc finalement, pour résumer, les lécancéphalopathie vasculaire, on peut avoir l'hypolénose qui est surtout associée à l'hypertension artérielle où on a des lésions vasculaires assez étendues, en plus des hypersignaux, on a des lacunes, de possibles hémorragies, plutôt de topographie profonde, centrée notamment sur les nœuds gris centraux. On a l'angiopathie amyloïde, donc facteurs de risque ne sont peu connus, mais on connaît la forte association à la maladie d'Alzheimer avec des micro-hémorragies fréquentes de distribution cortico-sous-corticale, mais aussi dilatation des espaces périvasculaires et une leucopathie. Et puis Cadazil, qui est une maladie génétique, donc avec une atteinte caractéristique de pôles temporaux et de capsules externes. Donc, les hypersignaux de découverte fortuite chez sujets âgés, les deux, les choréoses et les cancéphalopathie vasculaires sont assez fréquents chez des sujets âgés avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Ceux de l'éncéphalopathie vasculaire, ils augmentent beaucoup plus rapidement dans le temps. Les deux dans les plages périventriculaires, les plages au niveau des capsules externes, ils signalent une attente plus sévère ou de maladie de Cadazil, ainsi que l'attente centropontique. L'intensité est plus forte dans l'éncéphalopathie vasculaire, souvent, même si ce n'est pas quelque chose que se mesure. Et puis, on a, dans le cas de l'éncéphalopathie vasculaire, une attente souvent associée au niveau de diffusion, de microsaignements, lacunes et possibilité d'association des infarctus. Donc, concernant les microsaignements, pour résumer, l'origine, quand c'est profond, prédominant, on est plutôt dans le cadre des atterants de petits vaisseaux.
avec une attente pas si fréquente quand même, c'est 5% à 50 ans, puis ça augmente avec l'âge, mais ça augmente considérablement dans les cas de diabète, de l'hypertension, comme on disait, et s'il y a un antécédent d'accident vasculaire cérébral. En termes des attentes superficielles, là, pour le coup, donc c'est plutôt l'angiopathie amyloïde, donc il y a le dépôt de protéines tau dans les parois vasculaires associées souvent en maladie d'Alzheimer. Donc, comme on disait, toutes ces attentes vasculaires, finalement, elles vont aboutir à des démences vasculaires, souvent avec plusieurs types, des infarctus corticomultiples, des infarctus stratégiques, multilacunes, angiopathie amyloïde. Donc, tous ces différents facteurs, à la fin, ce sont des facteurs de risque de développement de démence vasculaire. Donc, pour les démences vasculaires, il y aurait des classifications, comme pour tout, avec des critères diagnostiques. Il faut qu'il y ait des troubles cognitifs. Bien évidemment, sans trouble cognitif, il n'y a pas de démence. Ça peut être soit troubles cognitifs légers dans les formes du bouton, soit des troubles cognitifs majeurs. Puis, on a deux autres arguments pour une origine vasculaire cette fois-ci. Donc, il y a des relations temporelles, il y a des signes cliniques orientant vers l'origine vasculaire. Et il y a donc des signes IRM, donc à l'imagerie, que sont des lésions vasculaires uniques, donc en faveur des séquelles ischémiques, ou des lésions vasculaires étendues dans certains sites stratégiques, ou aussi les lésions extensives et confluentes de la substance blanche, donc les hypersignaux de la substance blanche en pratique. Et ensuite, on a tout ce qui est critères d'exclusion, donc toutes les autres causes qui pourraient expliquer ces anomalies-là. Alors maintenant, parlons de quelque chose un peu différent. Donc là, on a un homme de 59 ans avec trouble de mémoire depuis 5 ans. Donc c'est une forme assez précoce, comme vous voyez, l'âge est relativement jeune. Et nous avons ces tirs. Donc nous regardons dans les troubles cognitifs, on va regarder les sites possibles de l'atrophie. Donc on va regarder une atrophie cérébrale générale et on va regarder également une atrophie cérébrale focale. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc tout d'abord on va regarder les hippocampes. Alors finalement les hippocampes sont un petit peu atrophiques à gauche, pas énormément. Par contre, ce qui est marqué, c'est les sillons pariétaux qui sont élargis. Et par ailleurs, ce patient, il n'avait pas d'autres anomalies qui étaient retrouvées. Déjà, quand on analyse une atrophie, l'atrophie cérébrale, en fait, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est précoce, ça commence à 25 ans, une perte neuronale, mais jusqu'à un certain âge, on ne se rend pas compte. Et c'est variable. Il y a une variabilité individuelle entre les sujets, même de même état cognitif, et également une variabilité régionale. Donc, toutes ces différences doivent être prises en compte. Et ensuite, ce qui est important, et c'est un petit peu le sort de l'imagerie quantitative, c'est finalement comparer l'atrophie qu'on va observer chez notre sujet par rapport à ce qu'il y a une atrophie, entre guillemets, normale dans le même groupe de population, même âge, même sexe, et même région également, chez des sujets normaux, entre guillemets, donc qui ne présentent pas de troubles cognitifs. Donc, dans notre cas qu'on a vu juste avant, il s'agissait de maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle une maladie d'Alzheimer jeune, où souvent, finalement, l'atrophie, elle peut être minime, il peut y avoir une discordance assez forte entre l'état clinique et l'atrophie cérébrale, et elle ne va pas prédominer au niveau des hippocampes, malgré que c'est une région qu'on connaît bien, mais ça va prédominer plus au niveau de la région pariétale. Donc, dans le maladie d'Alzheimer classique, on a une attente hippocampique et une attente de région pariéto-postérieure, notamment précunius, ongulum postérieur, ainsi que le carrefour.
et il y a une progression dans le temps qui est plus rapide qu'une progression chez des sujets sains. Donc, quand on parle de l'imagerie de maladies neurodégénératives, de quoi parle-t-on? Donc, le volet le plus important, c'est bien évidemment les démences, avec Alzheimer qui prend la place majeure, et puis également la démence frontotemporale, la démence lobaire frontotemporale, avec donc aphasie primaire progressive et démence sémantique qui sont associées. Par ailleurs, on a également des syndromes parkinsoniens associés ou non aux troubles cognitifs. Donc, les plus fréquents concernés par l'imagerie, c'est la paralysie supranucléaire progressive et l'atrophie multisystémique. Puis, la maladie de Parkinson, où la place de l'imagerie est un petit peu plus débattue. Et ce qui est à l'intersection entre les syndromes démentiels et parkinsoniens, donc la maladie à corps de Levy et la démence cortico-basale. Donc, une des régions auxquelles on va s'intéresser particulièrement, ce sont les hippocampes. Donc, les hippocampes, c'est une région qui s'atrophie dans les démences, particulièrement dans la maladie d'Alzheimer, de façon rapide, environ 5% par an, par rapport à moins d'1% chez des sujets non touchés par les troubles cognitifs. Par rapport au sujet sain, l'évolution vers une maladie d'Alzheimer peut être parfois suivie en étudiant cette atrophie hippocampique progressive. Alors, comment on étudie l'atrophie hippocampique? Finalement, il y a deux méthodes de faire. Donc, tout d'abord, l'analyse visuelle avec l'échelle qui est très connue, qui est l'échelle de Schultens, qui va de 0, donc les hippocampes qui sont complètement normaux, vers 4 avec l'hippocampe qui est complètement atrophique. Alors l'hippocampe atrophique, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les grilles de l'hippocampe, donc c'est le tissu hippocampique, et pas seulement la dilatation de la corne, parce que la dilatation, elle peut également être liée à la dilatation ventriculaire, donc il faut faire bien attention. Donc, à côté de méthodes visuelles, il y a de nombreux logiciels qui permettent de faire ça de façon automatique. Donc, il y a des logiciels open source, beaucoup utilisés dans la recherche. Et en clinique, il y a de plus en plus de méthodes de l'IA qui va segmenter les hippocampes, mais aussi également d'autres structures cérébrales. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'ensuite, ça va être comparé par rapport à une population normative de même âge et de même sexe de sujets sains. Donc, finalement, l'analyse visuelle, c'est quelque chose à niveau hippocampique, notamment, qui est assez sensible et spécifique, plutôt reproductible, avec une bonne corrélation entre mesures visuelles et quantitatives. Et c'est encore quelque chose qui est largement utilisé. Le problème, c'est qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, et également le problème, c'est les études longitudinales. On suit le patient dans le temps où finalement à l'œil souvent on n'est pas assez sensible pour détecter ces 5% d'atrophie par an. Donc on a du mal à regarder entre deux examens la majoration nette de l'atrophie. L'analyse quantitative, pour le coup, il est beaucoup plus sensible à ce taux d'atrophie parce que les valeurs sont continues et également, il y a la population de référence que nous aide beaucoup et à moins de variabilité entre les observateurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels avec valeur de chaque logiciel qui est débattue. Il y a un lien entre ce qu'on quantifie et la clinique qui reste encore incertain. Donc, c'est reste quelque chose dans l'évaluation, mais qui peut venir à l'aide pour notre évaluation de chaque patient. Il y a d'autres méthodes aussi d'évaluer l'atrophie, donc comme par exemple cette échelle toujours visuelle d'ERICA, où on regarde les sillons parahippocampiques. Et donc, on recherche à niveau de ce sillon parahippocampique, est-ce que oui ou non, il y a une atrophie. Donc, plus il est élargi, plus c'est en faveur d'un trouble cognitif de type de maladie d'Alzheimer. Avec donc une précision diagnostique qui est assez bonne. Ensuite, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui sont entraînés dans cette échelle.
Alors, une autre histoire, ici, on a un homme de 58 ans avec un syndrome démentiel rapidement évolutif depuis 2 ans. Donc ici, quand on regarde, on voit qu'il y a une atrophie, mais comme on disait, juste l'atrophie, ça ne suffit pas pour s'orienter vers un trouble cognitif. Il faut qu'on a une atrophie qui est focale. Et donc là, on a une région qui est particulièrement touchée, c'est la région frontale, de façon assez bilatérale. Et donc là, on est dans le spectre de démence lobaire frontotemporale. C'est beaucoup plus rare que la maladie d'Alzheimer, mais quand même, ce n'est pas négligeable en termes de fréquence, il faut y penser. Il y a 3 types principaux de cette atteinte. Donc, il y a la démence sémantique, avec atrophie qui va prédominer vraiment en temporopolaire, un aspect très typique. Il y a des aphasies progressives agrammaticales, avec des atrophies autour de vallées sylviennes et la face externe de lobe temporal. Et puis, il y a la démence frontotemporale comportementale, où l'atrophie prédomine à niveau frontal, donc comme ce qu'on a vu dans les cas précédents. Donc ici, vous voyez un petit peu la comparaison entre les différents cas. Donc la maladie d'Alzheimer, ici un petit peu classique avec une atrophie hippocampique. Ici, on a la démence frontotemporale avec sa forme comportementale, donc une atrophie plutôt frontale. Alors que là, on a une démence sémantique. Donc ici, vous voyez qu'il y a une atteinte de pôle temporal qui est majeure. On va également sur le coronal. Et puis l'aphasie primaire progressive ici avec une atteinte plutôt périsylvienne. Donc l'IRM, ça nous aide beaucoup, pas seulement comme vous voyez pour le diagnostic différentiel, mais également pour s'orienter vers un type de démence. Mais il y a quand même quelques limites. Parfois, l'atrophie hippocampique, elle est difficile à détecter. On a des formes de maladies d'Alzheimer qui peuvent être atypiques. Notamment avec des formes gènes, on a très peu d'atrophie hippocampique. Et puis, parfois, on a certaines imageries syndromiques sans pouvoir accéder concrètement à une pathologie. Et aujourd'hui, enfin demain, on espère qu'il y a des pathologies ciblées qui vont arriver, traitements ciblés, pardon, qui vont arriver sur le marché. Et donc, dans ce cadre, il faut qu'on s'oriente bien vers une pathologie spécifique pour pouvoir avancer. Dans ça, ce qui peut nous aider, c'est l'imagerie TEP-IRM, donc dans lesquelles on associe la TEP et l'IRM pour pouvoir bénéficier de 2 méthodes. Alors, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a la TEP-IRM. Ensuite, si vous n'avez pas de TEP-IRM, bon, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même super de pouvoir regarder les deux, la TEP et l'IRM, qui est pertinent dans tous les cas compliqués, que ce soit suspicion de maladie d'Alzheimer, de surgène, de différents diagnostics différentiels. Donc, ça peut nous aider beaucoup pour avoir plus de certitude diagnostique. Donc, ici, par exemple, on a une femme de 66 ans avec trouble de mémoire. Donc, à l'IRM, on n'a pas beaucoup d'atrophie hippocampique. Par contre, on a un élargissement de sillon en pariétal. Et donc, on voit également qu'il y a un hypométabolisme à ce niveau, en pariétal postérieur, également au niveau de carrefour, et un hypométabolisme débutant au niveau hippocampique. Donc, tout ça, ça nous permet de s'orienter avec plus de certitude diagnostique vers la maladie d'Alzheimer. Une autre histoire, un homme de 77 ans. Il a un antécédent d'AVC frontal droit et il développe un syndrome amnésique de type hippocampique. Donc la question c'est est-ce que c'est lié à son AVC ou est-ce qu'en plus il a une maladie d'Alzheimer, parce qu'évidemment un AVC c'est pas neuroprotecteur, on a droit d'avoir les deux. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a déjà ce séquelles d'AVC, donc avec une cavité, un hypersignal flair en frontal droit. Également, on va trouver des microsaignements et une atrophie hippocampique homolatérale. Mais quand on regarde la TEP, en fait, on voit que l'hypométabolisme, il est centré uniquement sur l'AVC et sur le trajet de désorientation à partir de cet AVC.
Donc, on a pu conclure que ici, c'était une atteinte vasculaire avec des différenciations. Il n'y a pas d'une maladie neurodégénérative associée. Une autre histoire, pareil, de troubles mnésiques avec des fonctions exécutives depuis 4 ans, avec installation de troubles qui est soudaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet IRM? On a quelques hypersignaux en flair et surtout, on a cette séquelle thalamique ischémique, probablement à niveau de thalamus gauche. Il n'y a pas d'atrophie hippocampique. Par contre, ce qu'on va voir, en plus de cette ischémie, c'est qu'il y a aussi une asymétrie à niveau de corps mammillaire, avec le corps mammillaire gauche qui apparaît plus petit. Et puis ensuite, on regarde la TEP et on voit qu'il n'y a pas une atteinte caractéristique d'une maladie neurodégénérative. Par contre, il y a certaines zones, notamment en frontal, qui sont touchées par l'hypométabolisme. Et en fait, ici, ce qu'on va voir, c'est les différenciations, pareil, mais cette fois-ci du cortex frontal, donc qui est d'origine vasculaire, et c'est elle qui va provoquer ce syndrome dysexécutif, donc qui est lié à une atteinte donc, de trajet à partir du noyau ventral antérieur du thalamus. Également, nous avons ici une atteinte de circuit de Papez qui va provoquer une atrophie de corps mammillaire et les troubles de mémoire épisodiques. Donc tout ça, finalement, ça s'explique par ces petits AVC thalamiques et non ça, on a pu découvrir grâce à la TEP-IRM. Donc c'est vraiment majeur d'avoir une association d'imagerie anatomique et fonctionnelle qui peut aider de comprendre les retentissements et regarder les différentes structures associées. Donc, comme je disais, l'idéal, c'est qu'on en a la TEP IRM, si on n'a pas la TEP plus IRM, et si, encore une fois, on ne l'a pas, ce qu'on peut proposer aussi, c'est de faire de l'ASL, donc la perfusion sans injection, qui va nous aider pour avoir les régions moins perfusées, donc moins actives, potentiellement plus touchées. Alors, une autre histoire. Ici, c'est une patiente de 68 ans avec trouble de langage, avec manque de mots, évolution progressive, avec des troubles attentionnels, MMS qui est abaissé. Donc, on fait l'IRM. Donc, ici, finalement, on a notre T1, notre soin, la diffusion, on ne voit pas grand-chose. On continue. Ici, quand même, en flair, on voit une leucopathie qui est majeure. Donc ici, on va la coter en phase 3, comme ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais quand on regarde la TEP, il y a des attentes qui ne sont pas du tout expliquées par la leucopathie, comme c'est hypométabolisme à niveau de carrefour, à niveau de la région temporale, à niveau de la région pariétale, tout à gauche. Donc, à partir de là, finalement, on voit qu'il y a deux choses qui sont différentes. Et donc, on peut conclure ici que c'est une démence qui est mixte, en même temps vasculaire et Alzheimer. Maintenant, une autre histoire. Donc, un patient qui va consulter pour des troubles de mémoire hippocampique, verbal et visuel. Il a 78 ans. Et donc, initialement, nous avons cette imagerie. Donc, ce qui est assez frappant là-dessus, c'est qu'on va voir qu'il y a une atteinte hippocampique. Il y a un hypométabolisme hippocampique qui est assez marqué, il y a une atrophie. Et puis, 2 ans plus tard, là, l'atrophie, elle se majeure. Pour le coup, c'est plus de 5%. On arrive à bien les voir visuellement. On n'a pas trop de doutes. Et par contre, on n'a pas trop d'autres attentes en TEP. On n'a pas d'attente pariétale, on n'a pas d'autres régions temporales qui sont touchées. C'est vraiment très centré sur l'hippocampe. Et même en flair, on a un peu d'hypersignal flair hippocampique. Alors, hypersignal flair hippocampique, c'est quelque chose qui est assez débattu, son origine, son interprétation. Finalement, souvent, c'est lié quand même aux glioses.
donc une atrophie, une perte de substance hypocampique, mais souvent c'est une perte de substance assez rapide qui va provoquer ces hypersignal. Donc une atrophie quand même qui est plus rapide que d'habitude. Et donc, le patient, il a eu des biomarqueurs LCR qui n'étaient pas évocateurs de maladie d'Alzheimer. Et finalement, cette attente hippocampique isolée, on a conclu que c'était sclérose hippocampique du sujet âgé, ce qu'on appelle late, donc limbic predominant age-related encephalopathie. Et donc, il faut toujours penser à ça quand vous voyez chez un sujet plutôt âgé une atrophie hippocampique qui est très marquée, mais qui est très isolée par rapport au reste, et éventuellement si vous avez un suivi qui est rapidement progressif. Donc, encore un autre cas. C'est un patient assez jeune, 54 ans, avec des troubles de mémoire qui s'aggravent depuis 1 an, dans les suites d'un épisode confusionnel. Donc, la fusion globale, elle n'est pas très altérée, mais il y a quand même des troubles mnésiques, des orientations, des éléments dysexécutifs. Et il y a une petite baisse à niveau de LCR, de A-bêta et protéine tau, mais qui reste pas très spécifique. Donc, on fait une IRM. Donc, ici, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas trop d'atrophie, il n'y a pas grand-chose de spécial sur l'IRM. Sur la TEP, par contre, il y a un hypométabolisme temporal interne, donc notamment hippocampique, qui est assez marqué. Donc, ce qu'on peut voir ici. Et autre chose qu'on voit, qu'on n'a pas l'habitude forcément de regarder, c'est le métabolisme de corps mammillaire. Donc ici, on voit qu'il y a un hypométabolisme de corps mammillaire par rapport à un sujet normal qui est très marqué et qui correspond bien également, on ne regarde pas ça toujours très bien, on n'est pas très sensible non plus, à l'IRM, il y a bien une atrophie de ce corps mammillaire. Et en plus d'atrophie, donc on voit ici, il n'y a pas que ça, il y a également, quand on regarde sur les séquences de susceptibilité, des petits hypocignons à niveau de corps mammillaire. Donc en fait, ce n'est pas juste une atrophie, c'était une nécrose hémorragique de corps mammillaire. Et finalement, donc, quand on regarde tout ça ensemble avec une attente hippocampique et de corps mammillaire, on reconstruit l'histoire. En fait, c'est des troubles mnésiques hippocampiques qui sont secondaires à une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Donc, regarder ensemble des différentes modalités, ça nous permet de nous sensibiliser à des petites structures que sinon on ne regarde pas tant que ça. Ici, c'est une autre histoire. Un homme, 68 ans, depuis 2 ans, il a une apathie, des orientations temporales, délire, et ça s'aggrave. Depuis 1 an, il y a en plus de troubles moteurs, troubles akinésie, myoclanie, il y a quelques hallucinations. Donc, beaucoup de choses, un tableau assez riche. Et on a cet examen. Donc, ce qu'on voit, autant en TEP qu'en IRM, c'est qu'il y a un hypométabolisme et une atrophie qui est centrée sur les régions postérieures. Donc ici en pariétal et en occipital. On a également une attente temporale qui est assez marquée. Et ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a notre séquence en susceptibilité, donc suit en haute résolution sur le tronc cérébral, où on peut voir la substance noire et donc aller rechercher le nigrosome, qui est une hyperintensité dorsolatérale de la substance noire. Alors ici, quand on regarde, on ne la voit pas. Contrairement à un patient normal qu'on peut voir dans cet exemple, où on a bien cette hyperintensité. Donc, ça témoigne d'une dénervation dopaminergique et une attente postérieure avec une dénervation dopaminergique. Ça nous évoque le démence à corps de Lévy. Donc ici, on a pu faire le diagnostic, on a économisé en TEP-DOPA ou en SPECT, qui est un examen assez coûteux. Donc c'est assez intéressant de pouvoir s'en sortir dans une seule exploration. Donc finalement, il y a eu un petit papier comme ça qui a été publié qui comparait Champagne et la TEP-IRM. Pourquoi ça ressemble?
Parce que bon, on peut le faire en routine clinique, ça améliore le confort, c'est très bien, ça apprécie le métabolisme, on peut mieux voir les retentissements de lésions vasculaires, on analyse de petites structures et finalement on arrive souvent à un diagnostic qui est cohérent. Après, ça coûte cher, donc des fois on est obligé de se satisfaire de moyens plus limités, donc avoir une IRM et une TEP séparément. Alors, bientôt, on espère, il y aura les traitements anti-amyloïdes qui vont arriver sur le marché. On ne va pas en parler aujourd'hui dans les détails, mais là, l'IRM aura une place très importante, déjà pour sélectionner les patients qui pourront être traités, notamment par rapport à leur microhémorragie. Donc, ceux qui ont trop de microhémorragie, ils ne pourront pas être traités. Et puis ensuite avoir un suivi parce qu'ils peuvent développer des complications sous traitement qui s'appellent des ARIA, qui peuvent être sous forme de microsaignements ou sous forme des hypersaignements en flair, donc ARIA œdémateuse. Et pour ça, on aura des suivis des IRM assez précis. Donc, c'est quelque chose qui va probablement se développer très prochainement. Donc, on en reparlera à une autre occasion. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est la place de l'IRM et de la TEP associée souvent dans les explorations de troubles cognitifs pour éliminer les diagnostics différentiels, pour orienter vers un diagnostic, considérer les copathologies possibles, évaluer les sévérités et également être en baseline pour les suivis et que ce soit un suivi dans le temps pour mieux s'orienter vers une pathologie ou suivi sous traitement. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues avec qui je travaille. Et bien sûr, Ouléa Médical qui nous a permis d'avoir ces webinaires ce soir. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou sur le chat ou plus tard si ça vient un peu plus tardivement.